Oui. Alors, on a 18 personnes en ligne. J'imagine que les gens vont accompagner différemment. Donc, on est à l'heure. Je vous souhaite la bienvenue à cette conférence midi du CRES. Je m'appelle Stéphanie Mathieu, je suis professeure adjointe au département de gestion, d'évaluation et politique de santé de l'école de santé publique de l'Université de Montréal. Et aujourd'hui, la conférence midi porte sur le projet d'Opéra. Opéra, pour décentraliser et rendre opérationnelle une plateforme Une seule santé en Guinée et en République démocratique du Congo. On a commencé ce projet-là, on a réfléchi à ce projet-là en 2021. On a eu un financement du CRD, le Centre de recherche pour le développement international à partir de 2022 pour une période de 3 ans, financement de 5 millions de dollars canadiens. On a été prolongé parce que 3 ans, c'était pas assez pour faire tout ce qu'on devait faire et aussi qu'on a eu beaucoup des défis là, logistiques, administratifs et autres. Donc, le projet, finalement, se termine en fin juillet 2026 et on est surtout dans la restitution des résultats en ce moment avec des événements, conférences, publications en cours aussi. Donc, je suis ici avec mes collègues, premièrement, Albin Camara, qui est professeur en santé publique et en épidémiologie à l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Il est l'un des chercheurs principaux du projet de Péros pour la Guinée, avec ses collègues Alpha Kalimeketa et Abdoulaye Touré. Puis ici, Justin Martini-Moulou, qui travaille à l'Institut national de recherche biomédicale de la RDC. Il est professeur aussi à l'Université pédagogique nationale. Il enseigne aussi à l'École de santé publique de l'Université de Kinshasa et un peu partout. S'il n'était pas avec nous au Canada en ce moment, avec les séries Ebola qu'on a dans les fourmis ce matin, j'imagine que c'est envoyé pour la riposte. Donc, ça nous fait plaisir de les avoir avec nous au Canada pour quelques temps. Et on va présenter un petit peu le projet comme tel, les 3 composantes du projet et quelques résultats, vous expliquer comment fonctionnait la collaboration. J'aime toujours dire qu'on est un bon modèle multidisciplinaire parce qu'on a un médecin formé en médecine humaine, formé en médecine vétérinaire et moi qui ai à l'interface entre les deux. Et nos collègues, on a un peu de microbiologistes, des gens formés en pharmacie. On a un peu de tout. Et dans le projet, avec les jeunes, on a aussi un petit peu des biostatisticiens, des socio-anthropologues. On a impliqué vraiment dans une perspective dans le cadre de notre projet. Donc, sans plus attendre, on va commencer par une présentation, puisqu'on a 3 composantes. Alice va nous présenter composante 1, je présenterai composante 2, puis Justin composante 3, 10 minutes chacun. Puis ensuite, on va ouvrir une période de discussion si vous voulez. Merci Stéphanie. Encore une fois, merci à l'École de santé publique de nous recevoir et de nous donner cette opportunité de présenter les premiers résultats. Ça a été déjà très compliqué de pouvoir synthétiser ces résultats parce qu'il y a plein de données, mais bon, on va tâcher de se mettre à l'exercice. Donc, déjà, au départ, c'est de dire que le projet d'Opéros, décentraliser et rendre opérationnel les plateformes Une seule santé en Guinée et en RDC, c'est un projet qui est mis en œuvre avec un consortium de plusieurs partenaires. Si jamais... Alors, ça n'a. Vous pouvez? Oui. Ah, là, c'est bon. Essayez-le. OK. Donc, voilà le consortium. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un consortium composé des pays du Sud et des pays du Nord. En gros, le CEPIC, c'est le principal partenaire qui est en Guinée, dont je relève, et puis la Grande Institut de Kinshasa de l'autre côté. C'est juste pour dire que ce projet-là a la particularité d'être dirigé par le CEPIC, chose rare. D'habitude, c'est toujours un partenaire. Le CEPIC, c'est le centre, on va dire, d'études et de recherche et de formation en infectiologie de Guinée. C'est un centre qui est né à la suite de l'épidémie Ebola et on l'a construit et bon, je vais en revenir dessus parce qu'il a permis de faire beaucoup d'avancées en Guinée
font maintenant de la génétique, donc c'est pas anodin pour un pays comme la Guinée. Alors, donc, en gros, le contexte dans lequel le projet a été mis en place, c'est que la Guinée et la RDC sont deux pays, on va dire, qui sont affectés très souvent par ces maladies zoonotiques. En l'occurrence, que ce soit Ebola, Marburg, Mpox et toute autre maladie. Donc, vous voyez bien la Guinée en Afrique de l'Ouest et partout en Afrique centrale, la RDC. Et pour pouvoir faire face à ces maladies zoonotiques-là, l'OMS ou les autres institutions recommandent de mettre en place des plateformes pour pouvoir gérer ces épidémies de manière efficace. Les plateformes One Health doivent rassembler à la fois la santé humaine, la santé animale et l'environnement. Et après quelques années de fonctionnement, on se rend compte dans ces deux pays-là, qui sont souvent affectés par ces pathologies-là, ces plateformes-là n'arrivent pas à marcher. Soit, principalement, elles n'arrivent pas à collaborer entre elles, ou très souvent, vous avez la plateforme qui est au niveau central, mais elle n'arrive pas à intervenir au niveau le plus décentralisé possible. Or, c'est là que les problèmes se trouvent. Donc, principalement, c'est le manque de coordination au niveau de ces plateformes-là. Mais aussi, on a observé qu'en réalité, on ne sait pas à quoi on a affaire. Quelle est l'ampleur, quelles sont les causes de ces maladies-là au niveau des populations. Forcément, ça ne marche pas aussi certainement parce qu'il n'y a pas de ressources, que ce soit des ressources humaines ou matérielles, certainement. Donc, pour ce faire, le projet s'est articulé autour d'un objectif principal. Comment fait-on pour pouvoir, à travers ce projet-là, renforcer ces plateformes-là? Avec quelques objectifs, faire déjà la cartographie des parties prenantes qui sont impliquées au niveau local dans cette lutte-là, dans les plateformes One Health, voir quel est le rôle, quelle est la responsabilité de chacune de ces parties prenantes-là, et comme ça, pouvoir identifier où cela ne marchait pas. Deuxième partie, ce serait de voir un peu quelle est la cause et les conséquences des maladies. En essayant de voir un peu un aspect sur le genre et un peu sur les groupes vulnérables. Bon, je laisserai Stéphanie en parler. Et troisièmement, en ayant vu un peu comment le niveau organisationnel, décisionnel se passe, quelles sont les différentes maladies auxquelles on a affaire, on pourrait maintenant ambitionner de voir un peu comment on essaie de résoudre le problème sur le terrain. Et ça, c'est l'objectif 3. Tous ces objectifs ont été structurés au niveau de en trois composants. La première composante, ce sera le renforcement de la gouvernance. Donc, ça, c'est la composante 1. La deuxième composante, c'est celle de l'investigation des causes et conséquences des maladies infectieuses. Et la troisième composante va tourner autour du renforcement et des mécanismes, en gros, de la surveillance et de l'investigation au niveau du terrain. Donc, c'est un peu sur ces trois composantes-là, le projet a été construit. Et moi, j'ai le privilège de présenter la première composante. Je tenais juste à dire que les projets ont été lancés en 2022, en juin en Guinée, et toujours au mois de juillet en RDC. On a voulu mettre cette photo parce que lors de ces lancements-là, on a eu les plus hautes autorités du pays qui ont participé au lancement pour juste marquer l'intérêt que ces pays avaient envers ces projets. Alors, je commence la composante 1. En gros, ça a été fait comment analyser la situation des plateformes One Health. Je vous ai mis la carte de la Guinée à droite. La Guinée est subdivisée en 8 régions administratives et dans chaque région, on a choisi les 100 lieux de ces régions-là pour pouvoir faire des enquêtes. Alors, pour cette partie-là, on a regroupé les plateformes, les composants, et pour chaque composant, on a essayé de travailler avec eux, principalement avec 2 outils. Un outil de CDC Africa qui permet de voir un peu quelles étaient les forces et les faiblesses des plateformes. Et un autre outil qui est l'outil NEO qui a été mis en place, construit par la Suisse, l'Université de Zurich, Simon Ruy, qui était avec nous, qui s'est déplacé dans les pays pour pouvoir nous montrer l'outil, qui est un outil qui a à peu près, on va dire, 6 dimensions, selon la gouvernance, la mise en œuvre, le monde. Voilà. On a essayé de mesurer avec ces 2 outils. Chacun de ces plateformes dans ces 8 régions. Alors, ça, c'est un peu le travail qui a été exécuté, l'évaluation des performances, la cartographie, identifier les défis et proposer des modèles. En gros, pour chaque région, on essaie de voir sur une maladie,
les acteurs des trois composantes sont là, on leur dit, voilà tel problème. Si ce problème est arrivé, qu'est-ce que vous faites? Et ensemble, ils essaient de construire un modèle qui finalement est mis à l'épreuve, est discuté, et après, il y a un consensus qui regroupe ce qui a été obtenu. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, sinon je risque de passer toute la journée. Permettez-moi d'avancer. Donc, ça, c'est un peu la sommation. Chacun vient donner son idée. On consolide quelque chose au début. On s'assoit, on essaie de construire le plan. Après, on vient présenter. On est discuté, on est un peu mis à l'épreuve. Et après, on consolide après les discussions. Et au final, on sort une carte là qui est schématisée, qui est un peu enregistrée sur un outil informatique qui permet après de calculer des scores sur les performances des différentes dimensions de chaque modèle. Alors, ce néo-là nous permet de voir un peu, vous voyez, ce sont les cadrans avec chaque partie des dimensions. Dans le même pays, on se rend compte que les différentes plateformes ont des performances qui sont totalement disparates en fonction de la localité où on se trouve. Donc ça, ce sont des choses qu'on a découvertes lors de ce modèle-là en fonction de ce qu'on a au niveau du pays. Donc, Zérékoré, c'est la zone forestière, c'est là où il y avait le plus de performance, mais bon, j'avoue que c'est dû aussi au fait que c'est là qu'on a souvent les épidémies. Quand ils arrivent, elles commencent souvent dans cette zone forestière. Alors, ça, c'est les autres régions qui sont Labé, Bokeh et Conakry, où il n'y a pratiquement rien avec beaucoup de zones qui manquent. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez toujours avoir la possibilité de consulter tous ces résultats à travers quelques publications, quatre principalement. Une première où on a fait une analyse comparative des plateformes en Guinée et en RDC. Ça, c'est tout juste au début. Et puis une autre, on a fait un peu quels étaient les challenges et les perspectives de ces plateformes-là. Et ça fait un peu du bruit parce qu'on a pu mettre en évidence que ça marche pas. Quelquefois, on n'est pas trop content de le dire, mais bon, il y avait des défis. Et puis bon, après, avec l'outil Néo, on a fait un autre papier pour montrer les plans. Donc, le dernier qui est sorti, c'est cet article-là qui permet de voir un peu devant telle pathologie, quel est le fonctionnement de chaque plateforme, où il y a des défis, et qu'est-ce qui permet plutôt de freiner le travail, qu'est-ce qui permet plutôt de l'accélérer au niveau de chaque région. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez utile. Je tiens juste à préciser que tous ces résultats-là ont été partagés non seulement aux plateformes au niveau national, mais il y a eu des petites restrictions au niveau local. On ambitionne maintenant de prendre la plateforme nationale et de l'envoyer au niveau local pour qu'on puisse échanger pour chaque plateforme quels sont les résultats et pouvoir se dire un peu quelques vérités pour pouvoir faire changer les choses dans la suite. Donc, voilà un peu ce qu'on a pu faire sur cette première composante. Je tiens juste à préciser, en plus de ça, il y a eu des doctorants qui sont actuellement en formation, on a une dizaine, ce qui facilite un peu la production scientifique, j'avoue. Voilà, c'est en cours. Et on a, donc ça, je pense, sur cette première composante, il y a un étudiant en Guinée qui doit soutenir normalement en fin d'année, mais celui de la RDC a déjà soutenu en Suisse et voilà, c'est déjà validé pour cette partie. Je dis il y a eu des défis, des taux d'échange qui ont fait traîner les choses. La mise à disposition des financements qui ont fait qu'en RDC, par exemple, ils ont commencé tardivement par rapport à nous. Voilà, il y a eu des défis, c'était pas aussi évident que ça, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais on est prêt à... Donc, alors, j'ai voulu juste attendre le truc, on a assez de choses qui ont marché. Au niveau des plateformes nationales, puisqu'on a contribué à les renforcer, on a une meilleure connaissance de la situation, on sait un peu quel est le flux des données qu'on a au niveau du pays, et ça, c'est grâce à ce projet-là, on s'est rendu compte que la médecine humaine, on a des données qui sont accessibles en ligne, la médecine vétérinaire, quelques données un peu sémées dans des endroits qu'on a du mal à trouver. Et pour ce qui concerne la médecine de l'environnement, on n'a pratiquement rien. Comment voulez-vous qu'on puisse faire de la One Health où les données manquent, les plateformes se regroupent, ils ne discutent que des données de la santé humaine. Effectivement, il y a un déséquilibre qui se prononce là. Grâce à ce projet, le fait de présenter ça aux partenaires qui interviennent, on a essayé d'avoir un certain alignement de ces partenaires-là, aussi bien que ce soit les partenaires financiers et autres, mais les autres secteurs du ministère, que ce soit de l'élevage, de la santé, on essaie de présenter ça, on essaie d'avoir une certaine, donc, voilà.
Maintenant, pour le niveau universitaire, une meilleure visibilité, on a amélioré notre plateau technique. Juste pour dire, par exemple, grâce à ce projet-là, rapidement, lorsque le Covid est arrivé, c'était les intrants de ce projet-là. Le CEPIC a été pratiquement la seule institution qui faisait les tests au niveau du pays, grâce à ce projet-là. Donc, le partenariat, ça, je pense que vous voyez, les investigations, les PhD, la production scientifique. Et je suis toujours heureux de dire que grâce à ce projet-là, je ne dis pas spécialement, mais c'était pendant qu'on a eu ce projet-là qu'on a deux, dont parlait de suite Stéphanie, donc Abdoulaye Touré et Alpha Kabile Keita, qui ont reçu le prix Christophe Mérieux, qui est, on va dire, un prix assez méritoire. C'est la première fois que la Guinée recevait ce prix-là. Et je pense à quelque part, c'est dû un peu à ce travail qui a été fait lors de ce. Donc, voilà un peu ce que je voulais aborder et je pense que la deuxième composante va vous être présentée par Stéphane. Voilà. Donc, maintenant qu'on a fait un peu le tour, quand on connaît la présentation, qu'on a fait le tour de la première composante, qui était vraiment une gouvernance des plateformes. Donc, faire un état des lieux du fonctionnement des plateformes, mais aussi, par exemple, dans la méthode participative qu'on a vu de faire travailler les gens de la plateforme dans les cartes socio-écologiques, voir les causes, les conséquences des 4 maladies dans ce cas-là, puis mettre tout le monde ensemble, ben, on a vu l'importance, ou on savait déjà même à la base l'importance de contextualiser les réponses. Et dans la deuxième composante, on voulait aller voir au niveau des populations. Quelles étaient les causes, conséquences des épidémies sur les populations à travers bon. On savait déjà à la base dans la littérature avec Ebola en Guinée, avec toutes les épidémies qu'on a eu en RDC, que les maladies infectieuses émergentes n'ont pas les mêmes effets sur les populations. Donc, affectent selon leur statut socio-économique, selon leur genre, dépendamment de leur travail, tout ça. Donc, on voulait aller investiguer ça un petit peu plus. Et on avait plus de données empiriques dans ces deux comptes. Ce qui fait qu'on va voir la carte de la Guinée ici, et en RDC, on a travaillé dans 5 provinces et plus Kinshasa, qu'on peut considérer comme notre 6e province ici. Au départ, on devait travailler Nord Kivu. On a eu évidemment des enjeux de sécurité qui ont fait qu'on a dû changer notre province. Et selon le profil épidémiologique des zones, on a décidé de travailler avec les à la place de faire Nord Kivu. Mais ça nous a donné une perspective différente au niveau de la RDC qui est tellement disparate en termes de contexte géographique. Donc, on a des données super riches à travers 3 études. Une étude sur l'impact des maladies infectieuses sur le genre et les groupes vulnérables. Groupes vulnérables, personnes âgées, femmes enceintes, allaitantes, même les jeunes. Quand on posait la question que ça surtenait, ils sont les enfants dans les groupes vulnérables. Ensuite, étude 2 sur la perception des maladies des autorités sanitaires pendant les épidémies. Donc, qu'est-ce qui fait que les réticences communautaires peuvent augmenter? Étude 3, quel est les liens entre le statut socio-économique des ménages et les choix familiaux de consommation protéique. Donc, on se demandait est-ce que le fait, par exemple, d'être un ménage pauvre va nous inciter à consommer plus de la viande de bouche et de prendre le risque d'avoir une maladie chronique. Donc, pour ces 3 études, on a utilisé un questionnaire ménage. Ensuite, étude 2, des groupes de discussion, donc avec des gens issus de ces ménages qu'on a séparés femmes d'un côté, hommes de l'autre. Puis la 3e étude sur les liens, c'était avec des focus group avec des gens des ménages, donc femmes et hommes, mais aussi avec des vendeuses de viande de bouche et des chasseurs. Chasseurs de moins de 50 ans et chasseurs de plus de 50 ans pour voir s'il y avait une différence selon l'âge des gens. Donc, on a une quantité, vous imaginez, une quantité de résultats. On avait pour chacune des études des échantillons à peu près 1000 personnes. Plus de 1000 personnes dans chacune des zones. Des questionnaires incluaient des questions quantitatives et qualitatives. Pour les questions qualitatives, on enregistrait, nos enquêteurs, enquêtrices enregistraient les réponses. On peut utiliser ça. Donc, ça nous fait une quantité de données, tranquillement, les publications, ça.
Mais pour vous montrer quelques exemples ici, pour l'étude d'impact, par exemple, Guinée, on a un article qui va sortir dans One Health Journal prochainement, qui montre, donc, quantitatif, on a travaillé avec 906 réponses, qualitatif, 508. On a vu que dans nos résultats, ça a augmenté les inégalités sociales et économiques, les épidémies dont on a parlé. Les femmes ont évidemment assumé une charge disproportionnée du care, travail du care à domicile. On voit aussi dans des études similaires, mais on n'avait pas ça dans ces deux contextes-là. Et les vulnérabilités étaient vraiment intersectionnelles. Stéphanie, peux-tu faire juste une petite pause? Oui. Les personnes ont un petit problème de son, donc j'essaie juste de voir s'il y a une façon de... Tu peux... Peut-être la connexion, c'est déjà. OK. Donc, on continue. Non, vulnérabilité, ce qui ressort, là, intersectionnel, dépendamment de l'âge, type d'emploi, statut socio-économique, ça ressort. Vous pourrez voir ça dans nos prochaines publications. OK. Là, c'est bon? Oui. OK. Ensuite, on a posé une question à savoir quels sont les impacts sur psychologique, culturel, social, économique. On a remarqué que les femmes ont davantage rapporté des impacts. Par exemple, 82,7% des personnes rapportant un impact psychologique étaient des femmes. Et vous voyez les différences pour les autres types d'impacts. On sait qu'en contexte guinéen, peut-être aussi qu'il y a un facteur culturel. Donc, on a travaillé avec des socio-culturels pour voir c'est quoi le lien entre ce facteur socio-culturel. Que les hommes ont moins tendance à rapporter les impacts psychologiques, ça pourrait. Donc, ça aussi, c'est des résultats qu'on trouve importants à mentionner. Et ce qui ressort aussi, les groupes vulnérables, surtout les adultes dans la tranche d'âge 30-49 ans, double pression économique et familiale, souvent, avec des jeunes enfants, et les travailleurs du secteur plutôt informel qui étaient plus affectés, et les femmes en emploi informel pour sortir. Les stratégies d'adaptation des ménages. On a dit, si vous avez une diminution des revenus, qu'est-ce que vous faites pour compenser? Résultat, frappant aussi dans tout ça, parce que, bon, réduction de la qualité de la nourriture, la consommation, emprunt, évidemment, il y a tous ces systèmes d'emprunt informels, mais aussi, ça a vente de biens, enlever les enfants des écoles, jusqu'à stratégies extrêmement rares, ben extrêmes, mais rares, comme mariage précoce des jeunes filles, et des épidémies peuvent finir jusque-là dans ça. Et ça fait partie de nos résultats. Pour la deuxième étude, là, je me tourne vers la RDC pour vous montrer quelques résultats sur l'étude perception. Donc, il y a une perception hybride de la maladie en RDC, avec des gens qui voient côté très biomédical, mais aussi des fois sorcellerie, ceux qui ont associé ça à la sorcellerie. Donc, une intervention faut s'adapter selon comment les gens perçoivent. Milieu urbain, milieu rural, on a comparé aussi quelle était la différence, puis par province, par zone où on a collecté les données. Les comportements qui sont adoptés pendant des épidémies, donc pratique de prévention, recours aux soins, est-ce que vous allez consulter la médecine traditionnelle ou aller dans un poste de santé? On voyait si ça avait l'air grave, là, c'est hôpital. Si ça a l'air moins grave, là, c'est plus un praticien qu'on va aller voir. Puis, pour la méfiance, résistance possible envers les autorités, on a vu l'importance, nombre de résultats, impliquer les leaders communautaires, parler en langue locale, et travailler avec selon la diffusion. Fait qu'on est même allé chercher, où est-ce que vous allez chercher vos informations pendant les études? La radio, parce que c'est ce qu'on voyait beaucoup dans cette zone, c'est les crieurs qui vont juste se promener, puis il y en a qui disent, ils vont juste dans les ménages, des fois à 3-4 heures du matin, ils étaient bien accueillis. Donc, ça ressort de nos résultats. Puis, dernière étude pour vous montrer d'autres séquences. Donc, ça, c'est le lien entre les statuts socio-économiques des ménages et la consommation de viande de brousse. Ce qui ressort de là, c'est que plus de la moitié des répondants en consomment parce que la majorité aime le goût, simplement. Et ce qu'on veut aussi faire ressortir de ces études-là, c'est qu'il ne faut pas démoniser la consommation de viande de brousse parce qu'on en consomme partout dans le monde. Ça pourrait vous expliquer davantage là, le risque très faible qui n'a même pas été prouvé de
contracté une maladie comme Ebola à travers la langue du bouche, pas trouvé. Donc, pourquoi ça nous démontre l'importance de dire aux décideurs politiques, quand vous mettez des mesures de santé publique pendant les épidémies, soyez sûr que c'est des informations véritables, parce que si on interdit quelque chose aux gens, ça peut juste augmenter le risque. Fait que c'est ce genre de choses-là. Tous nos résultats nous mènent à faire des notes de politique aussi, pour justement influencer, essayer d'influencer, de mieux répondre de façon contextualisée. Donc, d'autres résultats aussi que vous pourrez voir. On a des doctorants qui travaillent là-dessus. Il y a beaucoup d'articles dans le processus d'évaluation par les pairs qui seront disponibles et diffusés largement quand ce sera possible. Donc, avec ces trois études, où est-ce qu'on en vient? C'est une meilleure compréhension des impacts sanitaires, sociaux, économiques des épidémies, les vulnérabilités, qui sont les personnes vulnérables et comment on est prévu de répondre aux épidémies, documenter un petit peu les interactions justement humain-animaux et environnement dans ces dynamiques de risque, des données probantes dans les contextes où on en avait traité, puis renforcement de l'approche de santé, parce qu'avec tout ce que Aline a discuté au niveau gouvernance, et maintenant, puisque je vous parle au niveau populationnel, on a une bonne idée dans chacune des provinces ciblées et régions ciblées comment intervenir pour répondre à l'emploi. Donc, il y a pas de bon ici pour Justin. Merci Stéphanie. Bonjour. Je voudrais commenter la composante 3. La composante 3, comme Annie l'a dit, l'objectif ici, c'était de renforcer le système de surveillance, d'investigation et postes internes et externes. Nous avons utilisé des approches un peu différentes en niveau de la RDC. On a développé un short training en image de terrain qui peut administrer à une fois là-dessus. En RDC, sur base des résultats qu'on avait obtenus, nous étions devant une sorte de blocage, vous allez voir ça tout à l'heure, c'est qui nous a poussé à développer d'autres outils qui sont déjà disponibles pour pouvoir amener les gens à travailler ensemble. Dans une santé, ce que nous voulons, c'est équilibrer, optimiser durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes. Et là, quand nous parlons d'équilibrer la santé, parce que la situation, surtout dans nos pays en voie de développement, on a une santé humaine qui est un peu plus ou bien organisée, à côté d'une santé animale, végétale et environnementale, ou presque rien ne se trouve. Alors que beaucoup de formes de maladies que nous avons chez l'homme, ça vient de ce secteur-là, et là où rien ne se fait. Alors avec One Health, nous voulons aussi avoir des animaux qui sont en bonne santé, nous sommes en contact avec eux, nous mangeons leur viande à chaque instant, la plante, mais l'environnement aussi. Et à côté de ça, ce que nous voulons faire, c'est d'amener tous ces secteurs à travailler ensemble. Et j'ai souligné vraiment travailler ensemble. Et là, j'ai mis ces quatre, on peut appeler ça ces termes, évidemment, peut-être on le voit, c'est vraiment un silo, c'est la façon dont nous travaillons. L'Occident aussi, c'est comme ça. Mais la différence entre l'Occident et nous, c'est qu'en Occident, il y a des gens qui sont là, qui sont bien formés, qui sont bien équipés, qui font leur travail. Des légumes qu'on prend ici, on peut manger directement salé. Mais chez nous, la façon dont les gens travaillent, c'est seulement des moyens de faire que quelqu'un peut prendre des légumes comme ça et manger cru. Il y a risque que salmonelle soit là, quand le bactère, quelque chose comme ça. Donc, il y a déjà un déséquilibre dans le fonctionnement en dehors du fait qu'on ne collabore pas. Donc, nous voulons mettre ensemble des gens qui ont des niveaux différents. Ça, c'est déjà le premier constat. Et le problème, c'est comment le faire. Comment le faire lorsque vous avez au niveau d'une zone de santé un médecin qui a un niveau de maîtrise et en face de lui, il y a un médecin vétérinaire ou un agronome qui a moins que le baccalauréat. Et quand nous allons sur le terrain, il dit ça c'est bien, comment je peux collaborer avec une personne qui ne comprend même pas ce que. Alors, comment le faire? Et ce que nous avons fait, évidemment, à travers le projet qu'on nous a déjà expliqué, l'objectif, c'est vraiment décentraliser parce qu'au niveau central, nous avons même chez nous, en RDC, des gens au niveau des quatre secteurs qui peuvent discuter et consommer. Là, il n'y a pas de problème. Le One Health, ça évolue très bien. Mais dès que vous allez au niveau des provinces et au niveau opérationnel, zone de santé, aire de santé et territoire, c'est là qu'on a des difficultés.
Et ce que nous avons fait, c'était développer une boîte à outils. Nous avons développé un certain nombre d'outils, je vais présenter certains d'entre eux parce qu'il y en a beaucoup, que nous avons administrés au niveau intermédiaire et au niveau périphérique. Nous avons fait de la co-construction, c'est-à-dire nous allons nous présenter un outil et eux-mêmes, ils travaillent jusqu'à développer des actions. Nous allons voir ça en dehors des données que nous avons collectées au niveau euh, euh, de la communauté que nous avons intégré aussi dans l'approche. Le premier outil était pédagogique parce que souvent, quand on parle du contrôle de maladie, on voit beaucoup plus surveillance et risque. Il y a un guide qui est là, un très bon guide, hein, surveillance intégrée des maladies et ripostes. Et beaucoup d'activités tournent autour de la surveillance et riposte, alors que quand on parle de contrôle de maladie, il faut d'abord connaître, nous avons mis l'analyse de risque pour mettre le problème. Et après, il faut prévenir, il faut mettre des mesures pour que ça n'arrive pas. Et quand on prévient comme le risque zéro n'existe pas, il faut surveiller. Et en surveillant, on se prépare déjà parce que ça pourrait arriver afin de riposter. Et il y a beaucoup de challenges qui sont là, les chercheurs doivent être autour, il faut communiquer, mais il faut aussi renforcer les capacités, un peu comme on l'a fait. Ça devient complexe, il faut une très bonne coordination. Alors, tout ça, il faut que les acteurs qui sont sur le terrain comprennent que contrôler les maladies, ça passe à travers tout ça, et on ne doit pas avoir seulement la riposte pour intervenir. Le deuxième outil que nous avons développé, justement parce qu'aujourd'hui, quand on parle au niveau international, il y a toujours trois cercles. Il y a santé humaine, animale, environnementale. Organiser une réunion, il y aura des médecins vétérinaires environnementalistes. Là, on ne vient pas. Pourquoi? Parce que nous voulons plus le pathogène. On est tout autour du pathogène. Hein, salmonelle va passer de l'animal à l'homme, Ebola de l'animal à l'homme, et on voit polio, environnement. Il n'y a pas de pathogène des plantes qui passe chez l'homme, il n'y a pas de pathogène de l'homme qui passe chez la plante. Donc, ces gens ne sont pas intéressés. Et plusieurs fois, on a discuté avec des salons qui disent non, 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 nous, on n'est pas dans One Chance. Et c'est là que nous avons mis, à travers ce schéma, vous allez voir, il y a les quatre composants qui sont là, mais en dehors de ça, nous avons insisté sur les activités. Parce que la transmission des maladies dans nos milieux, c'est beaucoup plus à travers les activités. C'est l'homme qui va aller chasser, c'est la femme qui va aller produire les arachides. En produisant les arachides, les rongeurs viendront pour manger les arachides et lui laisser un peu de matière fécale, un peu d'urine, pour que la femme s'infecte. Mais on ne lui dit pas ça quand on la pousse à aller produire les arachides. On ne dit pas que quand tu vas produire le riz, tu pourras faire la schistosomie. Parce qu'on ne lui dit pas. Elle va, elle produit les riz, elle voit les mollusques là-bas, elle dit qu'il n'y a rien. C'est la maladie. Donc, à travers les activités, c'est là que les gens s'infectent. Mais quand on écarte des activités, et là, on réduit vraiment les champs et tout tourne autour des pathologies. C'est pourquoi on a développé cet outil pour que les gens comprennent comment ils peuvent être impliqués dans la transmission du maladie. Et après cela, on a amené les gens au niveau provincial et au niveau opérationnel à réfléchir sur les différents problèmes. Si vous allez voir, à gauche, nous avons une priorité nationale, nous avons les 6 maladies prioritaires telles qu'on le voit là-bas. C'est au niveau national qu'on a décidé, on va beaucoup plus insister sur ça dans le cas de OneHealth. Mais quand nous allons au niveau des frontières, en bleu, c'est là qu'il y a beaucoup, au niveau des provinces, là que beaucoup de provinces se sont prononcées, après en vert, et puis je me vois déjà le décalage. Il y a d'autres priorités qui sont là, paludisme, choléra, et qui nécessitent d'être adressées aussi et qui peuvent être adressées par les différents secteurs. Et quand nous allons de l'autre côté, ça c'est tiré de la communauté. Vous voyez que ça décale encore un peu plus, comme pour dire que nous avons beaucoup de problèmes et les maladies qui ont le plus d'impact, voilà là où ça se trouve. Oui, ce que vous avez dit un tout petit peu, mais c'est beaucoup plus encore d'autres problèmes. Et c'est ça qui a justifié ce que Stéphanie a dit, comme vous avez vous collectez les données au niveau des communautés, c'est juste voir réellement quel est le problème. Est-ce que c'est la même façon de voir, nous, au niveau national, quand nous développons des stratégies de consort, est-ce que nous adressons le même problème? Ou bien qu'ils ont d'autres préoccupations, c'est le fait que parfois, ils n'arrivent pas à s'embarquer parce qu'ils trouvent que ce n'est pas ça notre problème. Alors, il y a des outils d'évaluation aussi que nous avons développés. Ici, nous avons pris les maladies prioritaires. Ça, c'est une province. Et leur maladie prioritaire, c'était salmonellose, paludisme. On leur a demandé comment vous êtes impliqué, qu'est-ce que vous faites? À gauche, au-dessus, c'est l'agriculture. Tout est noir, c'est-à-dire que nous ne sommes pas impliqués, nous faisons. Nous ne sommes pas impliqués dans la transmission, nous faisons. À droite, là-bas, c'est l'environnement. Là où c'est blanc, c'est là qu'ils sont impliqués, ils essaient de faire quelque chose dans la prévention et la communication, mais tout le reste est là-bas,
par rapport à l'analyse des problèmes, surveillance, laboratoire, communication, analyse risque, réponse, tout ça, ils font bien. Même pour la salmonellose, même pour la rage, paludisme est important. À gauche ici, en bas, c'est la santé animale et qui se dit ne pas tellement être impliqué dans salmonellose là-bas, mpox, rage, oui, parce que ça on connaît, mais des animaux, on voit tout est blanc là-bas. Et à droite là-bas, pour paludisme, non, malaria, ce n'est pas notre problème. Et tout le poids, c'est qui? C'est la santé humaine. Pratiquement tout est blanc. Ils travaillent seuls pour contrôler toutes ces maladies, alors que nous allons voir que les autres secteurs aussi sont impliqués dans la transmission. Alors ça, nous avons constaté, et de là, il faut mettre tous ces gens ensemble, nous avons dit non, il faut d'abord les amener à comprendre comment ils sont impliqués, et qu'est-ce qu'ils doivent faire, c'est alors qu'on peut les connecter, sinon à ce niveau-là, ils ne feront absolument rien. Ali nous l'a dit, pour les données, on a les données que pour la santé humaine, mais quand vous allez santé végétale, mais quand tout est noir, comment on peut produire les données tel que c'est, ils ne peuvent pas produire les données, donc il faut faire quelque chose pour qu'ils arrivent à produire avant de les connaître. Et ils ne font rien. Pourquoi ils ne font rien? Et là, nous avons développé cette matrice sur la capacité fonctionnelle de chaque secteur. Noir, il n'y a rien. Jaune, il y a quelque chose qu'on doit améliorer. Vert, c'est là qu'il y a quelque chose. Et vous allez voir, secteur de l'agriculture, pas de structure pour contrôler, pas de texte et d'outils, quand vous voyez noir là-bas, pas de personnes formées et motivées, pas de ressources et pas de stratégie. Il parle de production blanche, santé publique, il n'y a rien. Déjà, dès le départ, sur le plan structurel, ce n'était pas prévu. Pas de mission, pas de vision par rapport à ça. Environnement, il y a quelque chose qui est là, mais ça ne suffit pas parce que partout où on va jouer, il y a des structures, mais ce n'est pas pérenne. Il y a des gens qui sont formés, qui ne sont pas motivés. Il y a des ressources qui sont très limitées. Et là aussi, ils sont très limités. Ici, santé animale, on a un tout petit peu, il y a des structures qui sont là parce qu'on voit vers là-bas. Mais le reste, des gens qui sont formés, mais pas motivés, des ressources qui ne sont pas suffisantes et il n'y a pas de stratégie. Et c'est beaucoup plus, une fois de plus, du côté de la santé humaine, où on a des structures qui sont là, il y a des gens qui sont formés, il y a des ressources, quoique limitées, et il y a juste la stratégie One F qui manque. Et vous allez voir en bas là-bas, c'est la recherche. Ces secteurs ne sont pas impliqués dans la recherche. Mais ça nous montre déjà, si nous voulons intervenir à ce niveau-là, on doit agir. Déjà au niveau de la santé végétale, pour en faire, c'est pas le moment d'aller le former. Il faut d'abord construire, il faut installer, il faut. Et là où on peut aller renforcer tout est à partir de cette matrice. Alors, maintenant, après avoir fait l'évaluation, on a fait la pédagogie, on a fait l'évaluation, maintenant il faut construire. Et on a fait la construction. Non, on a fait ça au labo. Nous sommes allés et nous avons travaillé avec eux. Et le premier aussi que nous avons développé, c'est ces réservoirs, interface réservoir vecteur. Et puis, c'est ces vecteurs, véhicules ou amplificateurs, qui c'est l'interface et là, c'est l'homme. Rédiche nous montre comment la maladie part du réservoir à l'homme. Parce que beaucoup de ces maladies, nous connaissons, sont des maladies qui sont chez les animaux, dans l'environnement. L'homme, c'est accidentellement pour la plupart. Alors, si les gens comprennent comment les pathogènes partent du réservoir à l'homme, là, alors, ils vont réfléchir et dire que faire pour éviter. Et ce riche qui est linéaire ici, voilà, c'est traduit par eux-mêmes, ça c'est eux-mêmes qui ont fait, et ils ont montré comment importe part du réservoir. Il y a plusieurs voies, et à partir de là, ça devient un peu plus clair, parce que là, on parle de fruits, donc cela veut dire que la santé végétale est impliquée. On parle de la viande, on parle et de tout ça. Donc, à partir de ça, on a travaillé sur 4 maladies. Chaque secteur pouvait voir comment nous sommes impliqués. Ça, c'est quels sont les facteurs que nous devons adresser en cas de chaque maladie. Et de là, nous avons transformé ça en action. Nous sommes partis des facteurs, on voit les facteurs et les causes et consorts. Et maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Et la première colonne sur les facteurs, c'est juste une partie que je peux laisser pour le paludisme. Densité vectorielle, c'est un produit qui est là. C'est côté par ce qui est là. Et pour prévenir, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qu'il faut faire. Pour surveiller, qu'est-ce qu'il faut surveiller? Voilà ce qu'on doit surveiller. Et pour faire la riposte, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, c'est eux-mêmes qui ont construit tout ça. Et à la fin, qui doit faire quoi? Ils ont dit, le
secteur leader est là et les autres secteurs. Et là, ceux qui ont dit que paludisme, on n'est pas impliqué, on ne fait rien. Regardez, il y a le ministère des Élevage dans le paludisme, il y a le ministère Agriculture et Sécurité Alimentaire dans le paludisme. Et là, ils savent comment ils sont impliqués et qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir, qu'est-ce qu'il faut surveiller et qu'est-ce qu'il faut faire en cas de réponse. Et, OK, nous avons des moyens limités et maintenant, quand on est au niveau de la province, il faut voir quelles zones de santé, il faut intervenir. Nous avons développé maintenant 7 outils pour l'évaluation des risques. Et là, nous avons une province et là, ce sont des communes. Et en utilisant les variables en rapport avec les personnes à risque, les comportements à risque et les sites à risque, nous générons des index comme ça. Par exemple, ici, pour cette maladie, il faut d'abord insister au niveau de la commune de Massikita et ainsi de suite. Donc, ça leur permet de planifier et de décider objectivement et de pas dire parce que je suis de telle commune. Non, objectivement, voilà ce qu'on doit aller faire. Et dans chaque commune, on peut regarder la faiblesse et à quel niveau est-ce que c'est par rapport aux personnalités, au comportement et quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment un outil décisionnel. Et cet outil, nous l'avons développé parce que, bon, après, vous allez vous mettre, vous allez contrôler, mais il n'y a toujours pas les résultats. Choléra, endémie chez nous, importe endémie, ainsi de suite. Ces choses sont là. Et ça ne marche pas pourquoi? Ça, c'est l'outil que nous allons utiliser. Au centre et là-bas, c'est le problème, c'est la communauté. Et nous allons évaluer ici les acteurs qui sont là, composant tel qu'on a dit, les causes et les effets, la composante 2 tel qu'on a dit. Mais est-ce que les gens connaissent tout ça? Quelles sont les actions qui sont là? Est-ce que ça adresse? Est-ce qu'il y a des conséquences vis-à-vis de la communauté, ce qui fait que les gens ne veulent pas adhérer. Est-ce qu'on a mis en place des mesures pour atténuer les consommateurs? Et ça, c'est un outil qui nous permet d'expliquer la persistance d'un problème sanitaire au niveau d'une communauté. Et puis, ils sont tous ensemble, ils réfléchissent et ils disent, voilà, le problème, c'est qu'on ne connaît pas très bien. Et voilà, voilà pourquoi on ne peut pas prévenir. Est-ce que les perspectives, oui, nous avons une boîte à outils développée à travers ce projet et nous devons encore valider. Donc ça, c'est un challenge que nous avons. Heureusement qu'on est ici où il y a beaucoup d'experts. J'espère qu'il y a des gens qui seront intéressés à évoluer avec nous pour que nous puissions réfléchir en profondeur et valider parce que nous pensons que c'est des outils qui peuvent permettre aux gens de travailler ensemble, en comprenant, en développant, ainsi de suite. Chacun pourra dire, voilà, c'est moi. Je pense que maintenant, nous devons le valider. Et au niveau de la RDC, ça va être adopté. Nous avons déjà avec le comité de santé, l'Institut national de santé publique avec nos consorts. Donc, une fois validé, ça va être adopté. Et la stratégie d'Opéros pourra éventuellement être adoptée pour rendre opérationnelle l'approche de santé. Et après, nous serons au niveau international. On peut pas, ça s'arrête là. Il faut quand même que nous puissions revendre ça aussi au niveau international. Déjà, dans le pays, j'ai donc cours dans certaines écoles de santé publique où j'ai intégré tous ces outils déjà, donc c'est déjà utilisé. Et j'espère que demain, on va l'utiliser à l'école de santé publique de Montréal. C'est mon objectif avant les parties ici, pour les dire, oui, nous allons utiliser ça aussi. Mais beaucoup d'opportunités de recherche. Nous avons travaillé en RDC, ce n'est pas le même contexte, c'est la Guinée. Nous allons bien aller tester ça dans d'autres pays aussi. Au Canada aussi, essayer de voir. Et s'il y a des écoles qui sont intéressées, on aimerait bien les recevoir pour voir dans nos contextes aussi comment on travaille et comment on peut utiliser ces outils. Voilà. Je m'arrête là pour avoir des lignes. Merci. Merci beaucoup. C'est rapide pour un projet, ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus. Imaginez la quantité de données qu'on a et de personnes qu'on a rencontrées, des partenaires à qui on a parlé pendant ces années. Je vois déjà qu'il y a des questions. Peut-être je vais juste en lancer une en partant. J'aimerais vous entendre. On est habituellement au Canada, on entend souvent la collaboration Nord-Sud, mais moi, j'aimerais vous poser la question, là, comment vous avez perçu la collaboration dans ce projet-là, projet One Health dans 2 pays du Sud? Qu'est-ce que vous avez appris dans vos pays à travailler ensemble et collaboration avec des partenaires en Suisse et avec moi, entre autres, au Canada? Donc, les apprentissages pour vos organisations et pour vous-même, peut-être. Vas-y. Ça a été un projet parce que réellement, avec tout ce que nous avons déjà fait, domaine après domaine, nous allons effectivement rendre opérationnel l'approche de santé en République dans son ciel. À travers ce projet, nous allons former beaucoup d'apprenants,
beaucoup de PhD, de notre aussi, qui sont impliqués dans ce projet. Nous avons beaucoup aimé l'encadrement de nos partenaires nord. Stéphanie on a beaucoup travaillé. Je me rappelle le premier article qu'on avait eu avec les données qualitatives qui étaient rouges, deuxième, troisième, maintenant ça commence à devenir noir. Je ne suis pas expert en études qualitatives, j'ai beaucoup appris d'elle, mais elle a vraiment formé les notes là-bas. Simon a fait la même chose, il a fait le tour de mon pays, et aujourd'hui nous avons des gens qui peuvent parler de ces outils librement comme ça, et en tout cas nous disons un très grand merci par rapport à ça. Mais nos institutions aussi ont beaucoup bénéficié, même sur le plan des ressources matérielles, parce que c'était déjà prévu pour renforcer nos institutions. Et pour nous, cette boîte à outils, c'est vraiment une grande ouverture qui est là. C'est vraiment c'est quelque chose que nous voulons vraiment capitaliser. Hein. C'est à travers ce projet que nous avons pu développer. Il y a deux outils là que j'avais développés déjà avant, que j'avais intégré dans mes projets. Tout le reste, c'est à travers le projet. On était sur le terrain. Je rentre jeudi, samedi, je serai déjà sur le terrain. On voit, on réfléchit et on essaie d'évoluer. En tout cas, ce projet nous a permis de faire vraiment un bond dans l'opérationnalisation de l'approche d'une santé et tous les liens que nous avons tissés avec les amis de la Guinée, toutes les 2 semaines, on fait des discussions, ainsi de suite, ça nous a permis d'améliorer beaucoup de choses et nous pensons que c'était vraiment bénéfique. Et je voudrais dire pour terminer un très grand merci au CRDI parce que nous avons connu des problèmes avec le transfert de fonds. Et pendant 2 ans, on a essayé de régler ce problème, ça n'a pas marché. Nous sommes arrivés au 31 janvier, date à laquelle on devait arrêter. Le 30, moi, je me suis dit, logiquement, le bailleur va dire, mais le projet est fini. On n'arrive pas à trouver la solution, donc bye bye. Et j'étais surpris, Natacha est restée et elle a poussé jusqu'à ce que on a eu le fonds et tous les fonds qui restaient. Elle a dit, on prolonge pour déterminer ça. En tout cas, ça m'a marqué un très grand merci en tout cas au CRDI. Et déjà, c'est un projet qui est assez particulier. On a beaucoup de partenaires où quand vous avez un projet, 80%, ça reste. Au nord, on vous donne 20, on vous donne 10%, mais c'est pratiquement la totalité qui est prévue. C'était nous qui avons géré et tout a très bien marché. Et ça nous a permis de montrer de quoi nous sommes capables, de pouvoir gérer même des millions, plus d'1 million, et très bien faire. Le contrôle était, tout le temps, il y avait le contrôle et tout. Ça nous a permis de nous épanouir en place. Le plan institutionnel et même personnel, donc maintenant je peux dire quelque chose pour un produit de plus d'1 million qui est très bien géré. Ah, c'est pas nous, ça fait ça. Bravo. Ouais, je pense qu'il a tout dit, je vais le laisser parler. Non, non, c'est le dernier point sur lequel il a abordé, que je vais un peu revenir dessus, c'est la décolonisation de la recherche. Si on veut laisser quelque chose d'effectif, c'est de permettre que, malgré les incertitudes, de laisser les pays du Sud pouvoir diriger, gouverner ces recherches. Parce que ce n'est que la seule façon de pouvoir rendre périn les choses. Aujourd'hui, on va dire qu'un projet en Guinée peut gérer 2-3 millions de dollars. C'était pas évident. On a montré que c'est possible. Avec un accompagnement, bien sûr, du Nord, mais c'est faisable. Imaginez-vous que c'était la Guinée qui recevait l'argent et on transférait l'argent à l'université de Zurich pour mettre en œuvre les activités. Et ça s'est fait, c'est possible, c'est faisable. Et de la sorte, non seulement on a la capacité de montrer pour nous qu'on est capable de le faire, mais de faire appel à d'autres projets. Aujourd'hui, on va dire que le CERPIC est la seule institution qui a pratiquement un labo P2 en Guinée. C'est grâce à ces possibilités. Il y a eu on va dire, comment on appelle ça, une nouvelle épidémie en Guinée d'Ebola. Rapidement, le CERPIC s'est mis en place. Ils ont fait une analyse génétique pour montrer que c'était en lien avec l'épidémie qui s'est passée il y a déjà 2 ans. Auparavant, imaginez qu'on aurait transféré ces prélèvements-là de l'autre côté. Donc, c'est ce qui reste. Et ce qui fait que rapidement, on agit et on essaie de mettre, on arrête ces trucs. Donc, c'est une manière de dire que si, en griffe, on veut protéger un peu la santé mondiale, ce serait de passer par là. Donc, voilà un peu ce que je pourrais ajouter en termes de capacité. À travers ce projet, on a pratiquement 8 doctorants. 8 doctorants. Je ne sais pas si les gens s'imaginent pour le pays où on a le pratiquement. Vous avez maintenant des gens, j'en parlais la dernière fois, on a
Aujourd'hui, quand on l'écoute, on est fasciné. Or, c'est nous qui les avons accompagnés, mais voilà, demain, je vous assure, si vous venir ici, je l'aurais envoyé tranquille, sans souci. Ça, c'est plus la masse, on va dire, de réflexion est énorme, mieux on fait face à certains problèmes de santé. Voilà. Peut-être aussi un point positif, c'est qu'on a beaucoup co-supervisé dans nos pays. Donc, co-supervision, par exemple, de nos doctorants en Suisse. Je pense que Marc, il est peut-être en ligne en ce moment, mais avec Simon Reg en Suisse, mais aussi, il collaborait avec Justin en RDC. Même chose avec Émile, notre doctorant. Et maintenant, à l'École de santé publique de l'Université de Montréal, on a nos étudiants de maîtrise. On a eu 2 stagiaires qui ont été co-supervisés par mes collègues ici cet hiver. Et ça va continuer parce qu'évidemment, il faut comprendre qu'on va tout analyser. Donc, ça va continuer avec dans les prochaines années aussi. On a réussi à obtenir un financement supplémentaire pour un PhD qui ont aimé notre approche, nos données. Donc, pour qu'on continue aussi à analyser ces résultats pour la RDC. Pour la Guinée, on n'a pas encore de réponse, mais ce n'est que le début d'une collaboration super fructueuse. Avez-vous des questions en salle ou en ligne? Je vois déjà une question de gens qui demandent comment la décentralisation a-t-elle amélioré la surveillance des malades à l'RDC? Merci Jean-Patrick de KPC. Comment ça améliorer le projet continue encore parce que, évidemment, comme Aline a dit, on avait décalé un peu nos activités, on continue à former au niveau opérationnel. Et les résultats, on aura fini, il y a encore 3 provinces qu'on n'a pas encore formées, qu'on va faire avant la fin du projet. Au niveau où nous avons travaillé, les gens comprennent mieux et les gens savent maintenant ce qu'ils doivent faire. Nous avons montré les gaps sur le plan structurel, mais aussi sur le plan des capacités des ressources humaines. Donc, il faudra qu'il y ait des gens, nous devons les former un peu plus en profondeur et après, il faudra qu'ils aient les ressources. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons fait, c'est de faire comprendre aux gens ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire. Et demain, ce qu'il faudra faire, c'est le plaidoyer pour qu'on puisse installer des structures durables et qu'on arrive à installer les gens qui ont les niveaux pour faire ce travail. À côté d'un médecin chez les hommes qui a la maîtrise, on ne devra pas toujours continuer à avoir quelqu'un qui a le niveau A3. Il faudra qu'on mette plus un médecin vétérinaire, comme ça il faut collaborer. Et à partir de donc, c'était un processus que nous avons commencé. Moi, je ne dirais pas aujourd'hui, on a fait que tout est réglé, mais nous avons fait le problème, c'était où et comment régler ce problème. Et ça, nous avons mis sur la table et avec les autres partenaires, on devra continuer à travailler pour que réellement cette décentralisation soit réglée. Justin, une question ici. Quel mécanisme concret le projet met en place pour une collaboration durable entre secteurs au niveau provincial, pour la RDC, mais aussi peut-être pour la Guinée? Donc, quels sont les mécanismes concrets? Alors, ici, il faut comprendre que quand on parle des silos, il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas ce que c'est. Alors, nous arrivons dans une province, il y avait une épidémie qui était là. Moi, je suis vétérinaire, je suis passé par le lycée vétérinaire, on a installé le numéro 1 de ces vétérinaires. On est allé voir le numéro 1 du côté de la santé humaine, ils ont échangé. Après, le monsieur dit, c'est toi qui es le vétérinaire de la province. Mais ils sont là, dans la même ville, ils contrôlent les maladies, mais ils ne se sont jamais vus, ils ne travaillent pas ensemble. On part chez le monsieur de l'environnement, il dit, ah ouais, réveiller un chien qui est mort, jamais travaillé ensemble. Et à travers ce que nous avons fait ici, nous avons mis ensemble des gens qui devaient se connaître, qui devaient travailler ensemble, et se sont échangés les cartes de visite à notre présence. Et nous avons mis en place un groupe WhatsApp où maintenant ils peuvent échanger à tout moment et ils commencent à faire des réunions. Ils nous envoient des PV. Donc, il y a déjà ce départ qui est là. Donc, ils comprennent qu'ils doivent vraiment être ensemble. Ils comprennent qu'ils doivent travailler ensemble. Ils ont compris ce qu'ils doivent faire. Donc, ce qui reste, juste cet accompagnement sur le plan des ressources afin qu'ils puissent réaliser ce travail. Je pense que le premier travail a été fait. On a dit amener les gens à travailler ensemble, c'est d'abord se connaître et deuxièmement, se dire clairement qu'est-ce qu'on va faire ensemble et après ça va continuer. Et pour ces gens, ils vont continuer à le faire parce que les gens, surtout il y a ce groupe-là qui les pousse à échanger constamment. Peut-être pour la Guinée, tu pourrais parler de la formation pour les 24 personnes qui ont été formées au niveau décentralisé. En fait, déjà, la première des choses, c'est que nous, en Guinée, on a créé des plateformes à organiser les réunions.
Parce que dans l'état des lieux, on s'est rendu compte, les réunions sont prévues, mais elles ne sont pas réalisées. J'avoue que le retrait de l'USAID en a été une grande cause parce que les seules réunions qui se faisaient, c'était à travers les projets de l'USAID. Donc, on les a appuyés pour faire certaines réunions. Deux, on a 8 régions. Donc, pour chaque région, on a demandé que les plateformes identifient des personnes, on va dire, qui sont santé humaine, santé animale et l'environnement. Sans quoi, donc, c'était déjà une opportunité d'avoir des personnes qui se regroupaient de la même région et qui venaient en contact des autres régions dans un même endroit. On les a formés pendant un mois, ils sont allés collecter les données, ils sont revenus, ils ont rédigé des rapports. Et déjà, c'était une occasion incroyable de pouvoir échanger, de savoir qu'est-ce que l'autre fait, qui fait quoi, et s'il y a telle épidémie, qu'est-ce qu'il faut. Dès lors, ils ont mis en place, parce qu'il n'y avait aucun moyen, des plateformes, WhatsApp aussi, c'est ça, pour échanger. Ah, j'ai observé tel truc dans telle forêt, est-ce que c'est la même chose? J'ai vu tel animal mort sans aucune raison. C'est la première situation, l'alerte. Ces plateformes commencent à fonctionner. Et ce que je dis au départ, c'est que au niveau national, vous avez des partenaires. Ils ne savent pas quelles sont les causes des pathologies. Quel est le problème des plateformes? On est venu leur exposer, voilà les problèmes que vous avez. Si vous êtes à telle région, voilà ce que vous devez régler. Si vous êtes par contre ici, voilà ce que vous devez faire. Donc, leurs activités sont maintenant plus ciblées avec quelque chose de plus concret, quelque chose de palpable. Et la dernière chose, c'est que pour la médecine humaine, on a un dashboard, une plateforme. Animal, c'est une plateforme qui n'est pas compatible avec l'autre. On l'a mis en évidence. Mais pour la médecine de l'environnement, il n'y avait rien. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On avait recruté un consultant à travers ce projet qui a fait un état des lieux, qui allait demander chaque acteur de la médecine de l'environnement si on devait collecter des données. Qu'est-ce qu'on doit collecter? Et on a validé ces gens-là. Donc, il y a une maquette qui a été faite en place. On a testé et on a mis déjà un truc pour pouvoir avoir des plateformes qui réunissent les 3 données qu'on a testées sur le terrain. Mais le projet d'Opéros n'avait pas prévu d'aller plus loin que ça. On allait le proposer à d'autres partenaires qui sont en train de voir dans quelle mesure ils pourront financer ça pour pouvoir mettre en place des choses. Donc voilà un peu comment on a rendu des choses qui n'étaient pas au départ accessibles, auxquelles nous on ne pensait pas, à travers ce projet qu'on a pu faire sortir en Guinée. Donc on croise les doigts en espérant que ça va l'aider. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour savoir, en termes de gouvernance de ces différentes plateformes, est-ce qu'il y a comme un leadership ou c'est comme un consensus? Je voulais savoir qui lead cette gouvernance en Guinée. Et je profite aussi là, en termes de politique. Quels sont vos liens avec le niveau politique? Parce que ça peut être très bien au niveau technique. Vous avez tous les outils qui ont été développés dans le cadre du projet. Mais s'il n'y a pas de volonté politique, est-ce que ça ne pose pas? Comment est-ce que vous arrivez à allumer les outils techniques, conceptuels, avec la fragilité souvent contextuelle au niveau politique? Voilà des questions pratico-pratiques. Je vais essayer de répondre. Déjà, en Guinée, ce qui se fait, c'est que la plateforme nationale, elle est politique. C'est un arrêté, un décret présidentiel qui a mis en place cette plateforme. Et dedans, c'est dit que de manière régulière, la présidence doit tourner entre ces 3 ministères. Donc, une plateforme a le secrétariat à tel moment, de 3 ans. Après l'autre, ce sera un autre directeur. Donc, elle est circulaire. Ce qui fait qu'au début du projet, c'était le ministère de la Santé. Actuellement, c'est l'environnement. Mais le montage du projet a fait de sorte que toutes les parties prenantes participaient à la conception. Donc, nous, la plateforme One Health nationale a été partie prenante du projet. Et c'est ce qui nous a facilité, parce qu'on n'aurait pas pu identifier qui est de tel secteur au niveau décentralisé, on ne les connaît pas. Voilà. Mais c'est eux qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés les réunions, c'est eux qui faisaient les courriers. Lorsqu'on allait faire des enquêtes, ce n'était pas le ministère de la Santé, c'était la plateforme qui nous donnait l'ordre de mission. Donc, ce qui fait qu'ils étaient au courant de ce qui se passait. Et ce qui fait qu'à chaque réunion au niveau central,
quand ils faisaient des réunions sur le ONL, ils demandaient qu'on vienne partager les données par étape de ce qu'on avait pu avoir. Donc, ça, c'est, je reconnais, pour les trois entités, la mayonnaise n'a pas totalement payé, mais c'est un défi qui reste. Je pense qu'au niveau central, c'est un peu plus compliqué. Mais pour nous, déjà, avoir au niveau décentralisé des acteurs qui puissent échanger, qui est, on va dire, un environnement où échanger, c'est un premier pas déjà. Je vois qu'on est déjà à terme de notre conférence. Est-ce qu'il y a une dernière question, Roland? Oui. Commentaire par rapport à la formulation de la question de Tchèque. Moi je dirais, on n'est pas rendu à questionner la volonté politique, mais c'est des travaux super intéressants, scientifiquement très robustes. Moi, je parlais de préférence des dispositifs et stratégies prises pour informer. J'ai entendu parler des notes de politique pour informer et continuer à sensibiliser. Comme vous l'avez dit au début, là, on démonise pas, on satanise pas, on ne prétend pas que les gens n'ont pas la volonté, mais avec tout ce matériau-là qui est disponible, tout le travail acharné et robuste qui est fait, moi, je dirais, c'est quoi la prochaine étape pour amener toutes ces connaissances, tous ces savoirs-là au niveau de la politique? On est informé avec les notes de politique qui vont bien, j'espère, et que continuer à sensibiliser pour que ça ne pourrisse pas sans poussière pas dans les tiroirs, pour amener ça, que les budgets qui vont être votés, que les nouveaux décrets qui vont être pris, que la façon même, sur le plan organique, de revoir même la configuration de certains ministères ou de certains secrétariats pour faire avancer cette santé. Parce que nous, à l'unité de santé internationale, on travaille avec plusieurs pays en renforcement des systèmes de santé et les nœuds là, les goulots de tremblement se trouvent malgré la volonté associée au manque d'information, mais se trouvent dans les structures mêmes. Il y a des structures qui sont là depuis 50 ans. S'il n'y a pas un décret, s'il n'y a pas un travail de reconfiguration de ces dispositifs-là, ça ne bougera pas. Et même le ministère des Finances, de l'économie, la façon de faire les budgets, on ne pourra pas faire bouger les choses, soutenir les infrastructures de recherche de manière permanente et pour faire avancer la santé mondiale, la santé publique. On y va avec une réponse sévère. Je pense que vous êtes vraiment en plein dedans et vous avez raison. Première des choses, on a adressé un courrier à l'Assemblée nationale, au secteur de la santé, pour partager ces résultats-là pour favoriser. J'avoue qu'on n'a pas encore été reçu, peut-être qu'on n'a pas bien, on ne s'est pas bien entrepris, mais ça a été un des nos avis. Deuxième chose, c'est que les rapports d'étape ont été partagés à toutes ces entités-là au niveau central. Il nous reste, parce que l'un des défis qu'on a, il y a une plateforme nationale, mais les plateformes au niveau régional sont là un peu isolées de cette plateforme nationale. Donc, on veut aller avec la plateforme nationale au niveau des régions pour faire de la restitution et pour donner l'occasion que ces deux entités-là puissent avoir une connexion, un échange. Ça, c'est vraiment une autre chose. Le politique, on a transmis la note, je vous assure, parce qu'on connaissait bien le ministre de la Santé, par exemple, on allait le rencontrer pour exposer. Mais jusqu'à présent, ça ne bouge pas, ça a du mal à bouger. Peut-être qu'il faut qu'on cherche des ressources comme la vôtre, peut-être il y a des stratégies autres qui pourraient être employées pour que on essaie de renforcer, vraiment de simplifier les messages pour dire voilà l'état de lieu, voilà ce qu'on pense qui peut être fait. On est prêt à écouter pour voir, ne serait-ce qu'entamer des actions. Mais bon, ça reste encore, j'avoue que ça reste, en tout cas, mon goût, quand je vois ça, j'ai bien envie que ça soit immédiat. Mais bon,
Il a son heure, son horloge à main. L'implication des connaissances, c'est hyper important pour le service. Mm. On les a rencontrés cette semaine en présentiel. Ils nous ont offert même un financement supplémentaire pour justement distinguer les messages dépendamment de l'audience, parce qu'on veut ramener aussi les résultats aux populations et aux acteurs des plateformes, aux acteurs nationaux. Fait qu'on est là-dedans en ce moment sur toutes sortes de formats, infographie, statistiques, donc tout ça à suivre. Et là, on est tout arrêté, mais on reste disponible aussi pour ceux qui sont en présentiel. Les personnes en ligne, on vous remercie d'avoir été présentes. On remercie les collaboratrices du CRES, comme le Centre de recherche en santé publique, qui nous ont accueillis aujourd'hui. Et on vous remercie de votre participation aussi en ligne, d'avoir été là. Merci. Puis, Merci, au revoir.